Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'actu tech en quelques minutes. Et oui, je suis ton père. Petite intro un peu spéciale euh, pour une émission un peu spéciale, puisque ce matin en live, nous avons reçu beaucoup de produits pour parler de toute l'actu. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une condensée très condensée, avec des sujets dont on a parlé ici sur le plateau, et demain, une condensée un peu plus longue avec tout le reste de l'actu. Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est le masque Zephyr de Razer dont je vous parlais il y a quelques jours. Nous l'avons reçu, donc un masque, comme vous l'avez vu, Razer, donc avec des RGB, une petite vitre transparente, des aérations, hop, avec des filtres que l'on peut ajouter et de l'anti-buée. On a commencé à la tester, c'est plutôt pas mal. On a l'air aussi pas mal ridicule avec dans la rue, mais il paraît que dans certains pays, ils font bien pire. On espère en tout cas vous faire un test plus complet de ce Zephyr. Qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui aussi dont je vais vous parler? Eh bien, on a évidemment reçu les tests enfin des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Je vous rappelle, les NDA sont tombés hier soir. On a pu vous en parler, ça a pris 2 fois 5 étoiles sur les numériques. Et je vous invite évidemment à aller voir le replay du live de ce matin, puisque Laure était là pour débriefer avec vous de tous ces tests, de tous les détails de ces tests sur l'autonomie, le software, la photo, etc. etc. Nous avons aussi également reçu pendant l'émission, de manière impromptue, hop, l'inverse des Pixel 6, c'est le Fairphone 4, 4 ou 5, je ne sais plus, on a reçu trop de téléphones. C'est, je vous rappelle, le plus important, c'est un téléphone qui se démontre, regardez, une coque en plastique qui s'enlève. On n'avait pas vu ça depuis des années, des années. Je vous rappelle, c'est le principe du Fairphone, pouvoir changer tous les éléments pour consommer moins et consommer mieux. Le test sera évidemment à suivre dans quelques jours. Et puis dans la série, nous sommes vraiment gâtés, on ne s'arrête pas là, puisque nous avons reçu ce matin en pleine émission, littéralement, les MacBook Pro, les M1 Pro et les M1 Max. Bref, très peu de sujets aujourd'hui, mais vous allez voir des sujets costauds. Du coup, commençons avec ces gros bébés, les MacBook Pro que je vais ouvrir dans quelques instants après cette émission. Et je vous rappelle que nous ferons tous les tests. Justement, les premiers tests sont arrivés outre-Atlantique avec certains YouTubeurs et certains médias qui ont pu mettre la main sur ces gros bébés de chez Apple. Je vous rappelle, ce sont les 2 ordinateurs haut de gamme qu'on attendait depuis 2 mois. Le consensus est assez clair. Tout le monde adore ces machines extrêmement puissantes, extrêmement autonomes. C'est le concept des M1 poussé au maximum. Nous avons aussi un collègue français de chez 01net qui a pu le tester et a pu aussi témoigner de la puissance de ces ordinateurs. Engadget également a adoré. Globalement, ces ordinateurs font l'unanimité sur leur performance, je vais revenir dessus un peu plus en détail. Au chapitre des regrets, peut-être le seul regret, c'est qu'ils ont l'air un peu plus gros et un peu plus lourds qu'auparavant, ce qui est légèrement le cas. Il y a cette fameuse encoche, mais pour tout le reste, c'est vraiment du tout bon. Pour XDA développeurs, Apple a enfin écouté les pros, plus de puissance et plus de connectique et plus de claviers normaux. Et on revient évidemment sur les performances de ces fameux SoC System on a Chip made in Apple. Est-ce que les M1 Pro et M1 Max sont juste des M1 donc avec plus de cœur? Eh bien non, selon nos confrères d'Anantech qui ont découvert énormément d'innovations dans la bande passante, dans le cache L2, etc., qui permettent à ces nouvelles puces d'aller bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. Et selon Anantech, en fait, les MacBook Pro équipés de ces processeurs et de ces GPU sont très certainement les laptops professionnels, donc pour le code, la musique, la vidéo, la 3D, la virtualisation, les plus performants du monde aujourd'hui, et peut-être même les meilleures machines, toutes catégories confondues, puisqu'en termes de performance, selon eux, il faut commencer à aller voir du côté des meilleurs desktops et pas des meilleurs laptops pour trouver de la concurrence. Dans les lectures que j'ai aussi retenues pour cette revue de presse de ces premiers tests des MacBook Pro 2021, il y a Paul Reifer qui est un photographe très connu et qui lui s'est moins concentré sur les benchmarks mais plus sur l'usage en tant que photographe en déplacement et photographe qui a aussi une grosse machine à la maison, donc un Mac Pro. Est-ce que ces MacBook Pro étaient bons pour lui? Il a acheté du coup un petit 16 pouces M1 Max, donc une machine qui commence à 4000 € en France, et ses conclusions sont assez claires. Il en a fait sa machine principale et pour lui c'est la première fois qu'il peut enfin avoir tout son workflow de photographe professionnel n'importe où, et ce sans aucune limite ou contrainte. Donc ça commence très 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 fort pour ces premiers ordinateurs. On a évidemment hâte de vous partager nos propres tests maison.
Justement, puisqu'on parle de SoC et de processeurs extrêmement performants, et on aura l'occasion d'en parler d'autres SoC très performants, c'est vraiment un mois de folie. Intel, je vous rappelle, est en train de préparer sa 12e génération de processeurs, les Alder Lake, une génération qu'on attend beaucoup, puisque c'est une génération hybride qui, pour la première fois chez le constructeur de Santa Clara, va récupérer la structure qui a fait le succès des processeurs ARM. Je vous rappelle, des petits cœurs et des gros cœurs, Big Little, comme on l'appelle. Ces Alder Lake sont attendus sur des machines de bureau, des desktops et sur des versions mobiles. On a eu des premiers benchmarks qui auraient fuité sur les versions mobiles et c'est très prometteur puisque ces Alder Lake se placeraient juste devant le M1 Max d'Apple qui, je vous rappelle, donc est la puce haut de gamme de chez Apple avec des premiers bench. Alors attention, c'est du Geekbench et donc il faudra d'autres tests évidemment pour confirmer tout cela. Mais en single core comme en multicore, eh bien, le Core i9 12900 HK se démarque clairement de la concurrence, dépasse un peu Apple. Attention toutefois à bien garder tous ces résultats dans leur contexte. On vous rappelle que le Core i9 12900 HK est une version surgonflée des Core i9 mobiles et qu'elle aura notamment une enveloppe thermique assez gigantesque puisque on parle d'une enveloppe thermique entre 55 et 100 et quelques watts, là où chez Apple, eh bien, le M1 Max tourne autour des 60 watts pour tout le SoC, c'est-à-dire le processeur, le GPU, la RAM, la carte mère, le SSD, etc., etc. Donc c'est à la fois prometteur pour Intel qui reviendra un peu dans la course à la performance pure et dure, mais c'est aussi, encore une fois, un benchmark qui valide l'excellence des puces M1, notamment sur l'efficacité puissance par rapport à leur enveloppe thermique. Terminons enfin sur une petite fuite du côté ce coup-ci de Facebook. Je vous reparlerai de Facebook plus longuement dans la condensée de demain. En attendant, et je vous rappelle, on couvrira la conférence Facebook Connect jeudi 28 octobre à 18h40. Soyez là sur le live, notre chaîne Twitch. Je vous rappelle le lien juste en dessous dans la description. En attendant, ça commence déjà à fuiter et regardez cette petite vidéo qui serait la vidéo d'accueil lorsque vous enfournez pour la première fois votre Oculus Pro. Et oui, on aurait peut-être cette version améliorée du casque made in Google. On vous rappelle que l'Oculus Quest est un excellent casque indépendant et grand public. Là, on irait plus loin. Et puis évidemment, ce qu'on voit aussi, c'est que nous avons des images d'avatar. Et puisqu'on va parler beaucoup de métaverse, voici d'autres fuites repérées chez The Verge sur la manière dont Facebook va essayer de pousser le hardware et le software pour devenir le premier réseau, la première entreprise du métaverse. On a hâte et un petit peu peur de voir ce qu'on va voir jeudi 28 octobre à 18h40. Passons maintenant à la smartphone avec le Fairphone que nous avons reçu. Regardez-moi ce petit emballage digne d'un festival éco-responsable avec de la paille, c'est pour les chiottes sèches, je sais pas, un petit tournevis, voilà. Et je vous rappelle le téléphone qui est livré dans sa boîte. J'imagine en carton recyclé. On va tester bientôt ce téléphone. On va essayer évidemment de voir s'il se démonte facilement. Je vous rappelle que déjà on peut retirer très facilement, hop, la petite plaque ici, et que normalement tout se gère avec ce tournevis qui est littéralement livré avec. En attendant de voir les tests de ce téléphone, parlons maintenant des concurrents qui sont peut-être moins éco-responsables mais qui donnent pas mal envie quand même. Commençons déjà avec Sony qui, sorti de nulle part, vient de nous annoncer un Xperia Pro I. Après, je vous rappelle les Xperia 1.3 et les Xperia 5.3 et un Xperia Pro qui était un téléphone à 2500 € avec un écran 4K OLED qui servait surtout de moniteur externe pour les vidéastes professionnels. Voici la version Pro I pour Imaging. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Eh bien, à l'extérieur, vous avez un téléphone qui ressemble à un Xperia, très bien. À l'intérieur, vous avez un téléphone qui ressemble à Xperia 1.3, c'est-à-dire Snapdragon 888, écran OLED 4K 120 Hz, 8 Go ou 12 Go de RAM, jusqu'à 512 Go de stockage. Et bonne nouvelle, une prise jack et même une prise pour la Dragon, et oui, à l'ancienne dans ce téléphone. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité de ce téléphone? Eh bien, c'est son capteur 1 pouce intégré. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un capteur 1 pouce dans un téléphone depuis le vénérable Panasonic CM1 notamment. Donc c'est une taille gigantesque, héritée des fameux boîtiers dédiés et compacts, les Sony RX, une gamme qu'on adore ici chez les numériques. Bref, on aurait peut-être le photophone ultime avec les réglages avancés connus chez Sony et le tracking de visage et d'œil connu aussi chez Sony. On aurait peut-être le top du top, peut-être mieux encore que ces Pixel 6 qui sont censés être les nouveaux rois des photophones. Attention cependant,
ce téléphone va être vendu 1799 €. Un tarif absolument délirant, même si les Xperia sont rarement les téléphones les moins chers. Et puis deux, on sait aussi que Sony fournit souvent les meilleurs capteurs, et pas que eux-mêmes, ils fournissent un peu la moitié de la planète en termes de capteurs, mais que ce ne sont pas les Xperia qui sont souvent les meilleurs photophones. On a hâte, en tout cas, d'avoir entre les mains ce téléphone au mois de décembre. Le calendrier est cruel puisque au mois de décembre, peut-être que le Xperia Pro I sera le meilleur photophone, voire le meilleur smartphone Android du marché et qu'il aura ravi de la couronne au Pixel 6 qu'il aura eu pendant quelques semaines, mais peut-être qu'il va se faire décapiter encore plus vite par le Xiaomi 12. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles de Xiaomi. En voilà, nous avons donc du coup le nouveau téléphone qui pourrait être présenté dès le mois de décembre en Chine, pour une sortie dans la foulée là-bas et peut-être un peu plus tard en Europe. Et ce Xiaomi 12 pourrait notamment intégrer le nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 898, ce coup-ci pas 888, qui promet plus de performance évidemment. Vous connaissez la chanson chaque année. Xiaomi qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin puisque le Redmi Note 11 de l'autre côté de la gamme, plutôt entrée de gamme, pourrait intégrer la recharge à 120 watts que nous avons vu inaugurer avec les Xiaomi 11T et 11T Pro, une charge très rapide, mais est-ce que la vraie question, vous y retrouvez dans la gamme chez Xiaomi? Ça va beaucoup trop vite pour moi. Terminons enfin avec évidemment les Pixel 6. Les tests étaient enfin publics hier soir. Ça nous a permis du coup de sortir les nôtres. Allez voir quelque part sur la description YouTube, il y a un lien qui va sûrement apparaître. Laure et Kevin ont testé donc pour Kevin le Pixel 6 et pour Laure le Pixel 6 Pro. Ils prennent tous les deux 5 étoiles chez nous. Ce sont très certainement parmi les tout meilleurs smartphones, toutes catégories confondues, de l'année. Chez nous, donc, c'est le retour du photophone roi pour le Pixel 6. Et je vous rappelle que le Pixel 6 Pro, lui, ajoute une nouvelle optique, un téléobjectif x4 par rapport au Pixel 6 normal et également un écran 6,7 pouces OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement variable en temps réel. Nos collègues et confrères aussi ont adoré ces téléphones globalement. Chez Engadget, on a des très bons téléphones avec un très bon software et surtout un prix complètement parfait. Je vous rappelle qu'ils sont vendus entre 650 et 900 € en France avec un casque Bose jusqu'à demain si vous voulez encore les précommander, donc un rapport qualité-prix assez imbattable. Chez Wired aussi, on a peut-être les meilleurs téléphones du moment, 9 sur 10 chez Wired. Chez XDA Pro, écoutez, un excellent téléphone avec une inspiration Exynos et je vous en parlerai dans quelques instants. Et puis chez nos confrères enfin de Numérama, Corentin Béchat pense que Google est enfin sérieux et enfin ambitieux avec ses Pixel 6. Donc vous voyez, tout le monde est assez d'accord. C'est ensuite quand on va rentrer dans les détails et notamment sur la photo, l'autonomie et la puissance que chacun a sa sensibilité un petit peu différente. Selon nos tests, en tout cas, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont globalement et en sortie de boîte peut-être les meilleurs smartphones du marché, toutes catégories confondues, avec notamment un traitement des photos de nuit assez dingue et qui les met un petit peu à part par rapport à toute la concurrence. Côté ensuite autonomie, là tout le monde n'était pas d'accord puisque nous pensons que ces téléphones ne sont pas les meilleurs en termes d'autonomie. On est entre 15 heures et 16 heures selon le modèle. Il y a mieux ailleurs, on ne va pas se mentir, c'est pas non plus ridicule. Après, on l'avait pas mal dit en live ce matin, allez voir les différents benchmarks, puisque entre les benchmarks unifiés et les tests réels, j'espère que vous trouverez chaussures à vos pieds. On termine enfin avec la puissance, et c'était la grande question, est-ce que le Google Tensor, donc le système en chip designé par Google et potentiellement fabriqué par Samsung, porte ses fruits? Selon nous, oui, puisque dans nos protocoles de test, le Google Tensor obtient les meilleurs scores de toutes les puces Android sur le marché. Chez nos confrères de GSM Arena, le son de cloche est un poil différent pour eux. Selon leur protocole de test, le Google Tensor se trouve un peu en dessous de l'Exynos 2100 et du Snapdragon 888. Je vous rappelle que la structure de cette puce en 2.2.4 et pas en 1.3.4 lui donnera très certainement l'avantage dans certaines situations et le désavantage dans d'autres. Ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que nous avons des téléphones très haut de gamme avec des tarifs très agressifs et ça fait longtemps qu'on n'avait pas revu Google à ce niveau-là, ça fait très plaisir. C'est du coup et déjà la fin de cette quotidienne condensée des numériques un peu spéciale parce qu'on a reçu beaucoup de produits ce matin et c'était un petit peu chamboulé. Demain on parlera de beaucoup de choses, on parlera de guerre dans l'espace, on parlera de scandale de Facebook, on parlera de la fortune d'Elon Musk, beaucoup de choses. En attendant, on doit retourner à nos tests parce qu'on a ça à tester, on a ça à tester encore plus pour les fonctionnalités, on a ça à ouvrir et puis on va devoir aller se balader dans la rue avec ça et voir si on se fait taper ou pas. Réponse demain si je suis présent en tout cas.
Rendez-vous à 11h pour le live, rendez-vous à 18h pour la condensée et rendez-vous jeudi 28 à 18h40 pour le live Facebook. Des bises.